Messieurs les abbés de la tradition catholique, Monsieur le Président, cher Alain Escada, Mesdames et Messieurs, un grand merci tout d'abord de m'accueillir parmi vous. Je suis heureux d'être reçu par l'association Civitas. J'ai par ailleurs tous les ans le plaisir et la joie, avec des militants du Parti de la France, de m'associer au défilé en l'honneur de la Sainte de la Patrie que votre association organise le jour de la fête nationale de Jeanne d'Arc. Et aujourd'hui, donc, c'est un plaisir que d'être parmi vous. C'est un plaisir. Je porte malchance au micro. C'est un plaisir partagé aussi de me retrouver une fois de plus aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Et je vais essayer le troisième micro à défaut. Et aux côtés de Jean-Marie Le Pen, avec qui j'ai eu le privilège de mener durant des décennies les combats de résistance nationale, et en particulier de mener la bataille dont nous allons parler aujourd'hui brièvement, puisque vous avez la chance de pouvoir l'écouter cet après-midi, la bataille relative à la résistance à l'immigration. Alors, afin de ne pas dévoiler ou déflorer ou aborder le thème qui sera celui du président d'honneur du Front National, j'avais souhaité cet après-midi que nous réfléchissions ensemble à quelques questions. Finalement, comment se fait-il que dans un grand pays comme la France, une grande histoire, une grande tradition, un grand peuple, une nation historique, eh bien, les institutions, les classes dirigeantes, ceux qui gouvernent, petit à petit ont réussi l'exploit de retourner la République contre la nation. Alors que ceux qui incarnaient la République avaient instrumentalisé la nation contre le roi. Souvenez-vous, à Valmy, eh bien, ils clamaient « Vive la nation ». Ils avaient organisé la nation contre le roi, transféré la souveraineté de la souveraineté royale à la souveraineté nationale. Et ensuite, ils ont organisé la République contre l'Église. Mais ils n'avaient pas encore organisé la République contre la nation. Or, depuis des décennies maintenant, eh bien, nous assistons au fait que les patriotes, les nationaux, tous ceux qui ont mené la bataille de résistance nationale au nom de la patrie, au nom de notre identité nationale, ont été persécutés, exclus, diabolisés. Et pour essayer de comprendre ce processus politique et psychologique, j'ai souhaité débuter par la lecture d'un homme qui est un grand homme de la République, puisqu'il est rentré au Panthéon en 2015. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, M. Jean Zay, qui est une figure emblématique de cette gauche maçonnique, socialiste et pacifiste. Or, ce grand homme de la République, dont les cendres reposent dorénavant au Panthéon, lorsqu'il était jeune, avait publié un poème pacifiste, dont je vais vous donner lecture des quelques vers principaux. Ce poème de Jean Zay s'appelait « Le drapeau ». Ils sont 1500 000 qui sont morts pour cette saloperie-là. 1500 000 dans mon pays, 15 millions dans tous les pays, 1500 000 morts, 1500 000 hommes morts pour cette saloperie tricolore. D'autres sélections de vers. Qu'est-ce que c'est que cette loque pour laquelle sont-ils morts? Terrible morceau de drap coulé à ta hampe, je te hais férocement. Oui, je te hais dans l'âme, je te hais pour toutes les misères que tu représentes. Je te hais pour tous ceux qui te saluent. Il parle du drapeau national. Je te hais à cause des peigne-culs, des couillons, des putains qui traînent dans la boue leur chapeau devant ton ombre. Et n'oublie pas, malgré tes généraux, ton fer doré et tes victoires, que tu es pour moi de la race vile des torche-culs. Alors, en reprenant ce magnifique poème, n'est-ce pas, de Jean Zay, et en sachant qu'il est une figure emblématique de la République socialiste, emblématique de cette République, eh bien, je souhaitais que nous percevions dès la fin de la guerre de 14-18 que tout ce pacifisme-là était déjà antinational. Que compte tenu en effet de la tuerie de la guerre 14-18, s'est développé ce courant pacifiste, mais ce courant pacifiste n'a pas protégé la France des événements qui ont suivi,
puisque bien que ministre du gouvernement du Front Populaire en situation de gouverner la France, eh bien nous n'avons pu que constater amèrement que le gouvernement du Front Populaire n'avait pas été en mesure, c'est le moins que l'on puisse dire, de nous protéger de notre voisin allemand et gouvernement responsable ou co-responsable de la débâcle militaire, morale, politique et totale de 1940. Alors le courant antinational a peut-être débuté à ce moment-là, et puis ensuite, après ce courant pacifiste, ben, nous avons subi toutes les idéologies antinationales qui furent celles portées par le marxisme. Aujourd'hui, les jeunes qui sont dans les collèges et les lycées ressentent peut-être moins que nous l'avons senti, nous, quel a été le poids de la dictature de la pensée imposée par un enseignement marxiste sous toutes ses formes, trotskiste, marxiste, léniniste, stalinien, maoïste, etc., etc. La domination intellectuelle, la dictature intellectuelle du marxisme au cours du XXe siècle et son internationalisme révolutionnaire. Souvenez-vous de la phrase de Marx, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Souvenez-vous aussi de son mot d'ordre, « Les prolétaires n'ont pas de patrie ». Les prolétaires n'ont pas de patrie. Le marxisme a été aussi la négation de l'identité nationale et de l'héritage national. Permettez-moi de rappeler cette phrase de Maurice Thorez qui, en rencontrant Staline en 1947, avait déclaré à Staline « Je suis français, mais mon âme est celle d'un citoyen soviétique ». Tout était dit par le sergent Thorez qui, par ailleurs, avait déserté en 1940. Après cette idéologie marxiste, nous avons suivi le discours dit anticolonialiste, toujours véhiculé par les mêmes. Il fallait combattre la France en Indochine, il fallait combattre la présence française en Algérie. Bref, il fallait toujours mener par ces gens-là qui parlaient au nom de leur idéologie, il fallait toujours agir contre l'intérêt national, contre l'intérêt de la patrie. Et ensuite, nous avons subi le gauchisme de 1968. Là, les plus jeunes ont des parents qui avaient peut-être 20 ans en 1968. Nous sommes passés avec le gauchisme post-68 de l'internationalisme révolutionnaire et de la dictature du prolétariat à une idéologie du cosmopolitisme généralisé. Ces gens-là étaient devenus citoyens du monde. Ils auraient pu se considérer citoyens français, citoyens du monde. Non, ils se considèrent citoyens du monde et pas citoyens français. Et parmi les personnalités les plus emblématiques de ce gauchisme, de ce cosmopolitisme-là, bien sûr, puisqu'ils se déclarent tels, figurent Cohn-Bendit et Bernard-Henri Lévy. Ensuite, après le gauchisme des années 70, toujours dans la même logique de destruction de la nation, d'agression de l'idéal national, eh bien, s'est mise en place, avec l'arrivée de la gauche socialo-communiste, l'idéologie dite antiraciste, la création de SOS Racisme, arme de guerre, la création de SOS Racisme contre les nationaux, et arme de guerre déjà contre le Front National de Jean-Marie Le Pen, puisque dès le début des années 80, Jean-Marie Le Pen était la seule personnalité politique en France qui menait la bataille de résistance face à l'immigration. Il était le seul chef de parti à dénoncer l'idéologie antiraciste. Les discours, comme nous l'entendons récemment, mais l'idéologie antiraciste est à sens unique. Nous avons retrouvé récemment une déclaration de M. Mélenchon, qui se trouve être candidat à l'élection présidentielle, déclaration faite à une radio marocaine qui s'appelle Hit Radio. Et M. Mélenchon, en 2013, à Hit Radio, a déclaré les choses suivantes, à peu près mot pour mot. Il a déclaré lorsque nous sommes arrivés en France, eh bien, cela a été horrible, parce que notre famille s'est installée en Normandie, où là, nous n'avons découvert que des alcooliques et des arriérés. Et il déclare aussi à Hit Radio, je le cite, « Je suis heureux d'habiter dans le 10e arrondissement, parce que c'est un arrondissement métissé et que je n'aurais pas pu supporter d'habiter dans le 6e ou le 7e arrondissement où il n'y a, dit-il, que des blonds aux yeux bleus, c'est horrible. » Ça, c'est le racisme autorisé de M. Mélenchon. M. Mélenchon a le droit de dire ça à la radio, sans que cela n'entraîne les mises en cause, les procès, les agressions, les campagnes médiatiques
Quand c'est ce racisme-là contre le peuple français, il est toléré, mais lorsque le peuple français se défend, on doit lui le faire taire. Et puis après cette idéologie antiraciste, il y a eu la repentance. La repentance répétée, systématique, de la part de tous les derniers président de la République, je ne parle pas de ce pauvre Chirac, mais Hollande lui-même déclarait il y a quelques années, en parlant d'Algérie, les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Nous attendions avec impatience, après cette déclaration brillante du président de la République, eh bien la déclaration d'un futur candidat, à l'élection présidentielle. Et cette fois-ci, M. Macron a été encore plus loin, lui, sur cette question, puisque, comme vous le savez, il a déclaré que la présence française, que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Peut-on considérer que les routes, les hôpitaux, les écoles, les aéroports, le pétrole du Sahara, les entreprises agricoles, les artisans, les commerçants, les entreprises, tout ce qu'a apporté la France en Algérie, la richesse produite par la présence française en Algérie, c'est un crime contre l'humanité. Et si l'on compare la richesse apportée par la France en Algérie et la pauvreté apportée par les Algériens en France aujourd'hui, on voit réellement la différence entre la civilisation et la régression. Enfin, après tout cela, après toutes ces idéologies du pacifisme, du marxisme, du socialisme, de la repentance, de l'idéologie antiraciste, etc., enfin, ils arrivent maintenant, ouvertement, clairement, au mépris affiché du peuple français. Par une formule qui est devenue pour eux, dans leur bouche, une abomination, c'est le populisme. D'ailleurs, nous sommes moins attaqués aujourd'hui comme dénoncés comme étant l'extrême droite, que dénoncés comme étant populiste. Comme si le mot populisme était en soi quelque chose d'insupportable. Mais dans le mot populisme, il y a le mot peuple. Simplement, dans l'esprit de ces gens-là, dans le mot populisme, il n'y a pas le mot peuple, il y a le mot populace. Parce que dans leur esprit, nous sommes la populace. Et ces gens qui méprisent le peuple français, qui ont peur du peuple français, dénoncent le peuple français au nom de l'antipopulisme, comme ils ont dénoncé la nation française et l'histoire de France au nom de leur antinationalisme. Voilà, mesdames et messieurs, quelques éléments de réflexion pour finalement constater que la France médiatique met en place la préférence étrangère de manière systématique. Charles Maurras différenciait le pays légal du pays réel. Eh bien, nous pouvons faire la différence entre le pays médiatique et le pays réel, entre la République d'en haut, celle qui donne des leçons de politique et de comportement intellectuel à l'ensemble du peuple, et le peuple français lui-même qui devrait être là pour recevoir la bien-pensance, accepter la dictature de la pensée unique et accepter ce qui lui est imposé contre son intérêt national. Je vais simplement, mesdames et messieurs, avant de conclure, pour illustrer ce propos de la désintégration aussi de notre nation, vous citer un chiffre. Le chiffre des naturalisations entre 1995 et 2015. En 21 ans, 1995, année 2015 comprise, il y a eu en France 2 687 000 naturalisations. C'est-à-dire en moyenne 128 000 naturalisations par an. 128 000 naturalisations par an. Lorsque M. Macron va en Algérie déclarer que la présence française est un crime contre l'humanité, il sait parfaitement qu'il y a 1,5 million de binationaux franco-algériens en France. Et lorsqu'il fait cela, c'est non pas une erreur de langage, non pas un dérapage, c'est absolument calculé, puisque ces gens-là ont compris que l'élection présidentielle allait se gagner aussi avec ces électeurs-là. La meilleure preuve en est, c'est qu'en 2012, l'Institut de sondage IFOP le rappelait, eh bien, les électeurs musulmans, au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2012,
ont voté à 86% pour François Hollande. 86% pour François Hollande. Voilà aussi ce qu'est la préférence étrangère, et voilà pourquoi nous assistons aussi à un abandon du peuple français par ceux qui seraient censés les défendre. Alors que fait-on? Que fait-on? Car nous avons compris aujourd'hui aussi que, après cette question de l'immigration, venait mécaniquement la problématique de l'islamisation, que l'immigration n'était que le premier étage de l'enjeu de civilisation constitué par le défi de l'islamisation en France et en Europe. Et là, la question de l'islamisation, ça n'est pas qu'une question politique, c'est une question de société, mais c'est aussi une question de choix de civilisation. C'est une autre civilisation. Nous ne sommes plus dans le creuset national, nous sommes dans la mise en place d'un autre modèle politique, d'un autre creuset, d'un autre modèle culturel, politique, institutionnel et religieux. C'est autre chose, c'est une autre société qui se met en place. Je vais terminer en vous rappelant une formule que j'ai retrouvée en lisant la Troisième République de Jacques Bainville, et j'ai retrouvé une phrase assez extraordinaire prononcée par le troisième président de la République, de la Troisième République, qui est Jules Grévy. Eh bien, M. Grévy, avant de devenir président de la République, dès 1871, déclarait, c'est cité par Jacques Bainville, écoutez bien, « Il faut que la France accepte le fait accompli, il faut qu'elle renonce à l'Alsace. » Alors aujourd'hui, nous sommes en 2017, et on peut avoir l'attitude de M. Grévy et se dire il faut que la France accepte le fait accompli de la colonisation étrangère, de l'islamisation, de la destruction de l'identité nationale, ou bien l'histoire et la mobilisation des peuples peuvent peut-être changer cela. Eh bien, après 47 ans d'occupation allemande, l'Alsace est redevenue française. Nous, aujourd'hui, nous ne renonçons pas, mesdames et messieurs, à défendre qui nous sommes, d'où nous venons, la France française, la nation française, l'identité nationale, l'unité nationale. Car nous, si nous sommes des nationaux, il faudra peut-être l'expliquer aux gens qui nous combattent. C'est parce que nous sommes convaincus que l'unité nationale est la garante de la paix civile, de la paix religieuse, de la sécurité intérieure et extérieure. Et que c'est le principe national, qui n'est pas un principe d'agression, mais qui est devenu aujourd'hui un principe de protection. Pour défendre tout cela, 3 mots d'ordre. L'organisation, nous allons ensemble travailler au redressement du pays. La formation des jeunes, ce que fait Civitas est remarquable. Former les jeunes générations, leur dire la vérité. Si vous avez l'occasion aussi, acheter le livre, le premier magazine de Roger Olindre, son journal des cadets de France, qui s'appelle Servir, c'est le numéro 1, c'est un numéro historique. Roger, que vous connaissez, continue aussi à mener la bataille, et la bataille relative à la vérité historique, car il faut rétablir aussi la vérité historique, former nos jeunes, nous organiser, agir, et nous allons ensemble, dès le mois de juin, dans le cadre des élections législatives, avec les comités jeunes, avec Civitas, avec le Parti de la France, mettre en place cette entraide, ce partenariat, cette coopération, cet engagement pour faire entendre la voix de la droite nationale. Tous ceux et toutes celles qui veulent s'engager à nos côtés doivent le faire. Nous avons besoin les uns et les autres, qu'il s'agisse des comités de Jean-Marie Le Pen, du PDF ou de Civitas, de candidates et de candidats. Nous avons besoin de soutien financier, nous avons besoin de militants, nous avons besoin d'exister en dehors du système et contre le système, puisque nous ne disposons pas des financements publics. C'est donc par la capacité de réaction des militants de la cause nationale que nous serons peut-être demain en situation de nous faire entendre à nouveau sur nos valeurs. Et nos valeurs, en tous les cas les miennes, ne sont pas celles de M. Jean Zay. J'imagine qu'il se trouvera bien un candidat à l'élection présidentielle pour reprendre les propos d'une manière ou d'une autre de M. Jean Zay, mais M. Jean Zay ne fait pas partie du patrimoine historique qui est le nôtre. Faisons-nous entendre, agissons, travaillons, organisons-nous. Le simple fait d'exister, le simple fait de pouvoir nous réunir, le simple fait de pouvoir nous engager à défendre nos idées, c'est déjà une victoire. Merci à vous tous.